Il y a 6 ans, ma sœur Sarah m'a proposé une idée d'entreprise lors d'un dîner dominical. Agence de marketing, a-t-elle dit, en faisant sauter son fils de 3 mois sur ses genoux. J'ai les compétences en vente. Tu as le capital et le diplôme de commerce. Nous serions des partenaires parfaits. J'avais 125 000 $ d'économie. 10 ans de travail en ingénierie logicielle, vivant dans un studio, conduisant une Honda 2009, préparant mes déjeuners chaque prime, chaque augmentation, allait directement sur mon compte épargne. Mes parents ont immédiatement adoré l'idée. Entreprise familiale, a dit maman en joignant ses mains. Vous deux travaillant ensemble, construisant quelque chose. C'est magnifique. Papa s'est penché en avant. Daniel, tu es si doué avec les chiffres. Sarah est si douée avec les gens. C'est parfait. J'ai hésité. Je ne sais pas. Créer une entreprise est risqué. Elle vient d'avoir un bébé, a dit maman doucement. Elle essaie de construire un avenir pour ton neveu. La famille est de la famille, n'est-ce pas? Cette phrase. Je l'entendrai encore. J'ai accepté principalement parce que Sarah avait l'air épuisée et pleine d'espoir, et je voulais être le bon frère. Nous avons créé une SARL 2 semaines plus tard et ouvert un compte professionnel joint. Nos deux noms avaient un accès complet. J'ai transféré la totalité des 125 000 $. L'accord de partenariat prévoyait une répartition 50-50e. Sarah dirigerait les opérations quotidiennes et l'acquisition de clients, je m'occuperai des finances et de la stratégie depuis chez moi tout en gardant mon emploi d'ingénieur à 85 000 $ par an. Les 6 premiers mois semblaient légitimes, croissance lente, location de bureau, frais de marketing de base et quelques petits clients. Le chiffre d'affaires était modeste mais réel. J'ai configuré QuickBooks et suivi chaque dollar. Puis j'ai commencé à voir des choses. Au bout de 9 mois, j'examinais les dépenses mensuelles. Dîner client, 340 $ dans un steakhouse dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai appelé Sarah immédiatement. C'est quoi ces frais de dîner? Nouveau prospect, a-t-elle dit. Je devais l'emmener dans un bel endroit pour l'impressionner. Est-ce que nous avons signé avec lui? Pas encore. Établir la relation prend du temps. J'ai fait défiler plus bas. 2 autres dîners de prospect ce mois-là, 280. Sarah, c'est le 3e. Qui sont ses clients? Son ton a changé. C'est moi qui fais le travail de vente ici, Daniel. Tu dois faire confiance au processus. J'ai laissé tomber, mais j'ai continué à surveiller. 2 semaines plus tard, fourniture de bureau, 890 $ chez Nordstrom. Je lui ai envoyé une capture d'écran par SMS. Des fournitures de bureau chez Nordstrom. Cadeau de marque pour la prospection, a-t-elle répondu. Renforcement des relations clients. Montre-moi la liste des clients qui reçoivent ces cadeaux. Arrête de me micro-gérer. Je n'ai pas répondu. J'ai pris ma voiture et je me suis rendu à l'adresse WeWork qu'elle avait indiquée comme étant notre bureau. J'ai trouvé une installation de bureau partagée pour 200 $ par mois. Il n'y avait aucun matériel de marque nulle part. La réceptionniste m'a reconnu grâce aux documents de la SARL. Oh, le frère de Sarah. Elle vient environ une fois par semaine, peut-être. Je suis resté là à regarder le bureau vide. Elle mentait. Ce dimanche-là, lors du dîner familial, j'ai abordé le sujet. Je suis allé au bureau, ai-je dit à Sarah devant nos parents. Il n'y a pas de matériel de marketing. Où va réellement l'argent? Le visage de Sarah est devenu rouge. Tu m'as espionné. J'ai vérifié les dépenses de l'entreprise. Nous avons dépensé 8 000 $ en 3 mois pour des choses que je ne peux pas justifier. Papa est intervenu. Daniel, tu es trop contrôlant. Je suis responsable. Maman a secoué la tête. Établir des relations clients demande de l'investissement. Tu dois faire confiance à ta sœur. Sarah a croisé les bras. Je me tue à la tâche pour construire cette entreprise pendant que tu es assis à ton travail confortable à remettre en question chaque décision que je prends. J'ai essayé une autre approche. Très bien, alors je veux des rapports de dépenses hebdomadaires avec reçu. C'est la pratique commerciale standard. Je ne suis pas ton employé. La voix de papa est devenue ferme. Vous êtes partenaire. Les partenaires se font confiance. 3 contre 1. J'ai quitté ce dîner en sachant que j'avais perdu le vote avant même qu'il ne commence. À la 2e année,
les dépenses mensuelles atteignaient 12 000 à 15 000 $. Le chiffre d'affaires stagnait entre 3 000 et 5 000 $. Je ne faisais plus confiance à Sarah. J'ai configuré des alertes bancaires sur mon téléphone, des notifications par email pour toute transaction supérieure à 500 $ et des résumés de soldes quotidiens. J'ai téléchargé l'application mobile et je la consultais chaque matin avant le travail. J'ai regardé le solde chuter. 125 000 $ sont devenus 118 000 $, puis 109 000 $, puis 95 000 $. Chaque transfert avait une explication quand j'appelais, salaire du nouvel assistant, investissement dans une campagne marketing, dépôt pour l'expansion du bureau. Mon avocat a dit que j'étais coincé. L'accord de partenariat exigeait un consentement mutuel pour la dissolution. Je ne pouvais pas simplement retirer mon argent. Je ne pouvais pas geler le compte sans une ordonnance du tribunal. Sarah m'avait piégé légalement. Au 18e mois, le solde a atteint 73 000 $, soit 52 000 vers le compte personnel de S. Patterson. Je l'ai appelé. Pourquoi viens-tu de transférer 5 000 $ sur ton compte personnel? Je me rembourse des dépenses que j'ai payées avec ma carte de crédit. Quelles dépenses? Montre-moi les reçus. Je te les enverrai plus tard. Elle ne l'a jamais fait. Mardi, virement de 4200 $. J'ai envoyé un SMS, arrête. Nous devons nous voir aujourd'hui. Occupé par une présentation client. Mercredi, virement de 6800 $. J'ai appelé mon avocat d'affaires depuis le parking du travail. Est-ce que je peux geler le compte? Passant le consentement de l'associé ou une ordonnance du tribunal. Elle a un accès légal. Et si j'essaie de retirer mon investissement? Votre accord de partenariat bloque la dissolution unilatérale. Tu aurais besoin de son approbation ou de l'ordre d'un juge. Je me suis assis dans ma voiture, les yeux fixés sur mon téléphone. J'étais piégé. Jeudi matin, je me suis réveillé avec 3 alertes. 23h47, virement de 8 000 $. 2h33, virement de 7 500 $. 5h18, virement de 9 200 $. Elle vidait le compte pendant que je dormais. Solde, 38 000 $, contre 73 000 $ en 4 jours. Je suis allé directement à la banque à 9h à l'ouverture. Je dois geler ce compte immédiatement. Le directeur de la banque a consulté le compte. Les 2 titulaires du compte doivent consentir ou vous auriez besoin d'une ordonnance du tribunal. Elle me vole en temps réel. Regardez ces transferts 2h du matin, 5h du matin. Les 2 noms sont sur le compte, Monsieur Patterson. Légalement, elle y a accès. Nous ne pouvons pas intervenir dans un litige commercial. Je suis parti et j'ai appelé mon avocat depuis le parking. J'ai besoin d'une injonction d'urgence aujourd'hui, tout de suite. Les tribunaux sont fermés de vendredi à lundi pour le long week-end. L'audience la plus proche est mardi. Elle aura tout vidé d'ici là. Je sais. Je suis désolé, mais c'est le système. J'ai conduit jusqu'à chez Sarah. Sa voiture était dans l'allée. J'ai frappé. Pas de réponse. J'ai envoyé un SMS, je dépose une plainte. Arrête de transférer des fonds ou cela deviendra une preuve de fraude. Sa réponse est arrivée 30 secondes plus tard, j'ai parlé à mon avocat. Elle avait un avocat. Elle avait planifié cela. Je suis allé au poste de police et j'ai déposé une plainte pour vol. J'ai montré aux policiers mon téléphone avec les alertes les virements nocturnes à 2h et 5h. Un compte joint signifie qu'elle a un accès légal, a-t-il dit. C'est une affaire civile, pas criminelle. Elle vole pendant que nous parlons. Il a pointé du doigt l'autre côté de la rue. Le palais de justice est juste là. Demandez une injonction, mais nous ne pouvons pas arrêter quelqu'un pour avoir accédé à un compte qu'il est légalement autorisé à utiliser. Je suis reparti sans rien. Les tribunaux étaient fermés tout le week-end. J'ai regardé les alertes arriver en temps réel. Samedi, 3h08, virement de 8 000 $. Samedi, 23h43, virement de 6 500 $. Dimanche, 7h22, virement de 4 200 $. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je me sentais plus impuissant. J'ai appelé mon avocat samedi matin. Elle continue. Je sais. Les tribunaux ouvrent mardi. Survie jusque-là. Dimanche soir, le solde était de 8 300 $. J'avais commencé la semaine avec 73 000 $.
Je n'ai pas dormi de la nuit du dimanche, fixant simplement mon téléphone en attendant la prochaine alerte. Mon plan, déposer la plainte dès mardi matin à l'ouverture du palais de justice. Lundi, 6h07. L'alerte est tombée, compte clôturé. Transfert final de $8318 vers le compte personnel de S. Patterson. J'ai appelé la banque. Où est mon argent? Le compte a été résilié par le co-titulaire ce matin à 6h07. Tous les fonds restants ont été transférés et le compte professionnel a été clôturé. Peut-elle faire ça? Les deux titulaires ont pleine autorité sur le compte, Monsieur Patterson. J'ai enfilé des vêtements et j'ai roulé jusqu'à chez Sarah à 6h45. J'ai frappé à la porte. Elle a répondu en peignoir. Par où j'appelle la police? Tu as tout pris. J'allais déposer une plainte aujourd'hui. Elle a souri. Elle a vraiment souri. Tu ne peux pas poursuivre pour un compte professionnel qui n'existe plus. J'ai déposé le bilan il y a 1 heure. Regarde tes emails. Je suis resté là à la fixer. Elle m'a fermé la porte au nez. J'ai consulté mes emails assis dans son allée. Horodaté à 6h32, dépôt de bilan chapitre 7, Patterson Marketing Solutions LLC. Elle avait tout calculé parfaitement. Vider le compte pendant le long week-end quand les tribunaux étaient fermés. Déposer le bilan lundi matin avant que je ne puisse déposer ma plainte. Fermer le compte pour que je ne puisse pas obtenir d'injonction. Elle avait un avocat qui l'aidait à planifier cela depuis des semaines, peut-être des mois. J'ai appelé mon avocat. Elle a déposé le bilan ce matin. Silence à l'autre bout du fil. Alors cela fait de toi un créancier chirographaire dans la faillite. Tu recevras des miettes. Peut-être rien. Je l'ai regardé voler $125 000 en temps réel et je n'ai pas pu l'arrêter. Bienvenue dans le droit des sociétés. Je suis vraiment désolé. Je suis allé chez mes parents cet après-midi-là. J'étais éveillé depuis 36 heures d'affilée à regarder mes économies disparaître sous forme d'alerte. Ils savaient déjà, Sarah les avait appelés. Elle a tout volé, ai-je dit dès que papa a ouvert la porte. J'ai essayé de l'arrêter. La police, les avocats, la banque. Personne n'a pu aider. Le visage de papa s'est durci. Tu as essayé de poursuivre ta sœur? D'appeler la police pour la famille? Maman était derrière lui, les bras croisés. Comment as-tu pu faire ça? Je suis entré. Elle a pris $125 000. J'ai reçu des alertes à 2h du matin, à 5h du matin. Je l'ai regardé vider le compte pendant que j'essayais tout pour l'arrêter légalement. Papa m'a coupé. La famille s'aide mutuellement, Daniel. Voilà encore cette phrase. Elle avait besoin de cet argent pour faire tourner son foyer pendant que l'entreprise échouait. Tu es célibataire. Tu gagnes $85 000 par an. Tu t'en remettras. Elle a 2 enfants à nourrir. Je l'ai dévisagé. L'entreprise n'a pas échoué. Elle l'a mise en faillite express tout en volant mon investissement. Maman a secoué la tête. Les affaires sont risquées. Tu as perdu de l'argent. Ça arrive. Ne blâme pas ta sœur d'avoir essayé. Elle s'est achetée une Lexus avec mon argent. Je l'ai vue sur Instagram. La mâchoire de papa s'est crispée. Elle avait besoin d'un moyen de transport fiable pour ses rendez-vous clients. Je les ai regardés tous les deux. Ils savaient. Ils savaient qu'elle m'avait volé et ils la défendaient quand même. J'ai quitté leur maison ce jour-là et j'ai bloqué tous leurs numéros. J'avais tout fait, configuré des alertes, engagé des avocats, appelé la police, aller à la banque, la confronter, déposer des rapports et j'avais quand même perdu parce que le système lui avait permis de voler légalement, et ma famille avait choisi son camp. Alors, j'ai décidé que j'en avais fini de me battre contre des gens qui avaient truqué le jeu contre moi dès le départ. Il me restait $18 400 sur mon compte courant personnel, gardé séparé de l'entreprise tout au long du processus. 10 ans d'économies anéanties, me laissant avec ce que j'aurais pu économiser en 2 ans. J'avais 32 ans et je repartais totalement de zéro. J'ai gardé mon emploi d'ingénieur à 87 000 à $1 000 une chambre au lieu de 2, vieil immeuble, peu importait. J'ai bloqué les numéros de mes parents, celui de Sarah, et j'ai supprimé mon compte Facebook. Cette première semaine dans le nouvel appartement, je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai analysé ce qui s'était passé. Je m'étais battu aussi fort que n'importe qui l'aurait pu. Alerte, avocat, police, banque,
confrontation et j'avais quand même perdu. Non pas parce que j'étais stupide ou paresseux, mais parce que le système l'avait laissé voler légalement. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul et établi un budget de 0. Épargner 2200. J'ai commencé quand même. Au bout de 3 mois, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. J'ai failli l'envoyer sur messagerie mais j'ai répondu à la dernière seconde. C'était la voix de maman. Daniel, c'est maman. J'aurais dû raccrocher immédiatement. Sarah dit que tu ne réponds pas à ses appels, a-t-elle dit. Dis à Sarah de vendre la Lexus et de me rembourser. Elle a besoin de cette voiture pour les enfants. Ma mâchoire s'est crispée au point de me faire mal. Apparemment, elle avait plus besoin de mes 125 000 $. Ça fait 3 mois. Cette rancune est malsaine et tu dois passer à autre chose. Je ne garde pas de rancune. Je me protège contre des voleurs. Elle m'a raccroché au nez. J'ai bloqué le nouveau numéro et je suis retourné à mon tableur. 6 mois après le vol, j'ai commencé une thérapie. Je m'asseyais dans un petit bureau avec une femme nommée Dr Reed, spécialisée dans les traumatismes familiaux, et je lui expliquais toute la situation du début à la fin. Vous avez tout fait correctement sur le plan légal, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Rien de tout cela n'est de votre faute. Alors pourquoi ai-je l'impression d'avoir échoué? Parce que vous avez fait confiance à votre famille et qu'ils ont exploité cette confiance à leur propre avantage. C'est un traumatisme, Daniel, pas un échec. Je me suis engagé dans des séances hebdomadaires et j'ai commencé à déballer des années passées à être celui qui est responsable, celui qui est fiable, celui qui a été puni pour avoir tout fait correctement. L'année 1 m'a apporté une promotion au poste d'ingénieur logiciel senior à 102 000. Toujours loin des 125 000 $ que j'avais perdus, mais c'était un progrès tangible. Je sortais occasionnellement, rien de sérieux. Le docteur Reed a dit que j'avais des problèmes de confiance, ce qui semblait être une évidence. Je me suis inscrit dans une salle de sport et j'ai commencé à soulever des poids, canalisant ma colère dans quelque chose de productif. J'ai acheté une Honda Civic d'occasion pour 9 200 $. Un transport fiable, rien de tape à accent grave-l'œil. Ma vie était plus petite qu'avant, mais elle était entièrement à moi. Puis ma cousine Lisa m'a contacté sur Facebook. Nous avions été proches enfants, puis nous nous étions éloignés à l'âge adulte. Son message était direct, j'ai appris ce qui s'est passé avec l'entreprise. C'est n'importe quoi et je suis désolé. Sarah t'a volé. La première personne de ma famille qui le disait clairement. J'ai répondu, oui, elle l'a fait. Je suis désolé, a écrit Lisa. Pour ce que ça vaut, tout le monde ne croit pas à leur version des faits. Leur version? Ils racontent à tout le monde que tu as abandonné le partenariat et que tu as blâmé Sarah quand ton idée d'entreprise a échoué. Je pensais que tu devais le savoir. J'ai fixé l'écran de mon ordinateur portable. Bien sûr, il réécrivait l'histoire. J'étais l'entrepreneur raté qui faisait de sa sœur innocente un bouc émissaire. Lisa est devenue mon seul contact familial après cela, m'envoyant des nouvelles occasionnelles sans forcer la réconciliation. Je prenais des captures d'écran de nos conversations comme de petites validations du fait que je ne perdais pas la tête. La deuxième année, Lisa m'a envoyé des captures d'écran de la fête du 35e anniversaire de mariage de mes parents à laquelle je n'avais pas été invité. La photo montrait Sarah avec ses 2 enfants, mes parents, des tantes, des oncles et des cousins. Une grande famille heureuse. La légende de maman disait, reconnaissante pour les enfants qui sont présents. La famille, c'est tout. L'attaque passive-agressive était claire comme de l'eau de roche. Quelqu'un a demandé en commentaire où j'étais, et maman a répondu, il suit son propre chemin. Nous prions pour lui. J'ai enregistré les captures d'écran mais je n'ai pas commenté ni réagi. Méthode de la roche grise, le conseil du docteur Reed pour ne pas leur donner de munitions. Année 3. J'ai rencontré Émilie lors d'un barbecue chez un ami de travail. Elle était graphiste, 33 ans, venait d'emménager en ville pour un emploi. Nous avons discuté pendant 3 heures d'affilée de tout sauf des drames familiaux. Un café la semaine suivante s'est transformé en dîner la semaine d'après, et à la fin du mois, nous passions tous nos week-ends ensemble. Elle m'a interrogé sur ma famille lors d'un petit déjeuner un dimanche matin. Tu les vois souvent? Non. Ma sœur m'a volé 125 000 $, et mes parents l'ont défendu. Je m'attendais à la réaction habituelle, des banalités, le discours, mais c'est la famille, des suggestions de pardonner et d'aller de l'avant. Émilie a posé sa tasse de café et m'a regardé directement.
C'est affreux. Je suis vraiment désolé que cela t'est arrivé. Pas de jugement, pas de positivité toxique, juste une simple validation. Je l'ai laissé entrer dans ma vie après cela. La première personne en qui j'avais vraiment confiance depuis le vol 3 ans plus tôt. À la fin de la 3e année, j'avais obtenu une autre promotion au poste d'ingénieur logiciel principal à 118 000, plus de la moitié de ce que j'avais perdu. Émilie et moi avons emménagé ensemble, partageant le loyer d'un appartement à 1 800 $ dans un quartier décent. La vie était calme et paisible. Pas de drames familiaux, pas de vol, pas de culpabilisation, juste le travail, Émilie, la thérapie, la gym et la reconstruction lente de ce que Sarah avait détruit. J'ai fait ma demande un mardi soir quelconque alors que nous préparions le dîner et qu'elle riait d'une bêtise que j'avais dite. Elle a dit oui sans hésitation. Année 4. Une invitation est arrivée par la poste pour le 7e anniversaire de mon neveu. La carte à l'intérieur venait de Sarah, oncle Daniel manque aux enfants. Il est temps de laisser le passé derrière nous et d'être à nouveau une famille. Émilie m'a trouvé en train de la fixer. Est-ce que tu veux y aller et la regarder jouer à la famille heureuse avec l'argent qu'elle m'a volé? Non. Je soutiens n'importe quelle décision que tu prendras. J'ai jeté l'invitation à la poubelle sans répondre. 2 semaines plus tard, quelqu'un a frappé à la porte de notre appartement tôt le samedi matin. J'ai ouvert pour trouver mon père debout dans le couloir. Comment as-tu eu mon adresse? Je suis ton père. Tu ne peux pas te cacher de moi éternellement. Lisa a dû la lui donner. Je ne l'ai pas invité à entrer et je n'ai pas bougé de l'encadrement de la porte. Tu as puni ta sœur assez longtemps, a-t-il dit. Elle galère depuis 4 ans maintenant. J'ai failli éclater de rire. Elle a volé 125 000 $ et s'est acheté une Lexus. Ce n'est pas ce que j'appelle galérer. L'entreprise a échoué, Daniel. Tu dois accepter la réalité et aller de l'avant. Elle a systématiquement mis notre société en faillite tout en s'appropriant mon investissement pour financer son train de vie. C'est un vol, pas un échec commercial. Sa mâchoire s'est contractée visiblement. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas simplement nous abandonner pour une question d'argent. Vous m'avez abandonné quand vous avez défendu son vol. Maintenant, pars. Je lui ai fermé la porte au nez et je l'ai verrouillée. Il a crié à travers la porte pendant 5 minutes que j'étais ingrat, que je gardais rancune et que je faisais du mal à ma mère, mais finalement, il est parti. Émilie se tenait dans le couloir derrière moi. Ça va? Oui, ça va. Rien n'avait changé en 4 ans. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité. Il défendait toujours le vol de Sarah comme un échec commercial légitime. L'année 5 est arrivée avec Émilie et moi fixant une date de mariage pour une petite cérémonie avec la famille immédiate, seulement la sienne, pas la mienne. J'avais 37 ans, je gagnais 128 000 d'économie. Il me manquait encore 36 000 $ par rapport à ce que Sarah m'avait volé, mais j'y arriverai un jour. La vie était vraiment bonne, stable et paisible. Lisa envoyait des nouvelles occasionnelles sur la rénovation de la cuisine de Sarah et sur la santé de mes parents, et je ne ressentais plus absolument rien en entendant parler d'eux. Ni colère, ni tristesse, juste une indifférence totale. C'étaient des étrangers qui se trouvaient partager mon ADN. Puis octobre est arrivé et a tout changé. J'étais au travail quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. J'ai failli l'envoyer sur messagerie, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Daniel. La voix de maman, mais différente. Ni en colère, ni manipulatrice. Elle pleurait vraiment. Mon estomac s'est noué instantanément. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Sarah. Elle arrivait à peine à prononcer les mots. Elle est très malade. Je me suis levé de mon bureau et j'ai marché rapidement vers une salle de conférence vide. Quel genre de maladie? Un cancer. La voix de maman s'est brisée complètement. Une leucémie. Leucémie aiguë myéloïde. Stade 3. Les médecins ont fait des tests pour une greffe de moelle osseuse sur toute la famille. Je me suis assis lourdement sur une chaise de conférence, sachant exactement où cela menait. Aucun d'entre nous n'est compatible. Ton père est trop vieux pour être un donneur viable. Mike n'est pas compatible, et les enfants sont trop jeunes pour l'intervention. Le silence a rempli la ligne entre nous. Ils t'ont testé via les bases de données de dossiers médicaux dans le cadre du protocole standard de recherche de compatibilité familiale, a continué maman. J'ai fermé les yeux. Tu es un donneur parfait, Daniel.
Compatibilité HLA 10 sur 10. Le médecin a dit que c'est extrêmement rare. La voix de maman a craqué complètement alors qu'elle portait le coup de grâce. Daniel, tu es le seul qui puisse lui sauver la vie. Elle a été diagnostiquée il y a 3 semaines, a dit maman à travers ses larmes au téléphone. Leucémie aiguë myéloïde, stade 3. C'est agressif. Je me tenais dans la salle de conférence vide au travail, regardant par la fenêtre le parking en bas. Sans greffe de moelle osseuse, les médecins disent 6 à 8 mois, a continué maman. Nous avons tous été testés immédiatement. Moi, ton père, Mike, même les enfants quand ils auront 18 ans, mais ils sont trop jeunes maintenant. Et personne ne correspondait. Ton père est trop vieux pour être un donneur viable. Le reste d'entre nous n'est pas compatible. Sa voix s'est de nouveau brisée. Mais ils t'ont testé via les bases de données des dossiers médicaux. Protocole standard pour les membres de la famille. Daniel, tu es un match HLA de 10 sur 10. Une compatibilité parfaite. J'ai fermé les yeux. Est-ce que tu accepteras d'être testé officiellement, s'il te plaît? Viens juste à l'hôpital pour le confirmer. Elle m'a volé 125 000 $ il y a 5 ans, et maintenant vous voulez ma moelle osseuse. C'est une question de vie ou de mort, Daniel. Oublie l'argent. Ma main s'est crispée sur le téléphone. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Elle n'a pas le temps. Chaque semaine sans traitement, ses chances diminuent. Alors elle aurait dû y réfléchir avant de mener notre entreprise à la faillite. J'ai raccroché et je suis resté là un long moment avant d'appeler Émilie. Ce soir-là, à la maison, j'ai raconté à Émilie tout ce que maman avait dit. Émilie s'est assise en face de moi à la table de la cuisine, écoutant sans m'interrompre jusqu'à ce que j'ai fini. « Qu'est-ce que tu vas faire » a-t-elle demandé doucement. Je ne sais pas. Une partie de moi veut refuser immédiatement et ne jamais regarder en arrière. Et l'autre partie se rappelle qu'elle est ma sœur, qu'elle a 2 enfants qui grandiraient sans mère. Dire non me rend complice si elle décède, même si ce n'est pas moi qui lui ai donné le cancer. Émilie a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Tu n'es pas non plus obligé de sauver quelqu'un qui t'a systématiquement détruit financièrement et ne s'est jamais excusé. Mais si je ne le fais pas et qu'elle meurt, je passerai le reste de ma vie à me demander si j'étais le méchant de cette histoire. Ou tu sauras que tu avais des limites et que tu les as fait respecter, même quand c'était difficile. J'ai sorti mon ordinateur portable après le dîner et j'ai commencé mes recherches. Procédure de prélèvement de moelle osseuse, anesthésie générale. Aiguille insérée dans l'os de la hanche. 2 à 4 heures de chirurgie. Temps de récupération entre 2 et 4 semaines avec douleur et sensibilité au site de prélèvement. Risque, infection au site. Complications liées à l'anesthésie. Cas très rares de lésions nerveuses. Taux de complication global inférieur à 3%. Taux de réussite avec un match HLA de 10 sur 10, 70 à 80% de survie à 5 ans pour les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë. Ainsi, risque minimal pour moi, forte probabilité de lui sauver la vie. D'une certaine manière, cela rendait la décision plus difficile au lieu de la rendre plus facile. J'ai appelé Lisa vers 22 h ce soir-là. Étais-tu au courant pour Sarah, ai-je demandé quand elle a répondu. Oui, maman me l'a dit la semaine dernière. C'est grave, Daniel. Je suis vraiment désolé qu'il te fasse porter ça. Suis-je diabolique si je dis non? Lisa est restée silencieuse un moment. Non. C'est ton corps et ton choix, mais elle pourrait vraiment mourir sans cela. Je sais. 2 jours plus tard, quelqu'un a frappé à la porte de notre appartement en début de soirée. J'ai ouvert pour trouver maman, papa et un homme d'une 50aine d'années portant une blouse blanche avec un badge d'hôpital. Voici le docteur Chen, a dit maman rapidement, avant que je ne puisse fermer la porte. L'oncologue de Sarah. Nous avons juste besoin de 10 minutes de ton temps. Émilie est apparue derrière moi dans le couloir, et je les ai laissés entrer contre mon meilleur jugement. Nous nous sommes assis dans le salon, moi et Émilie sur le canapé, mes parents dans les fauteuils, et le docteur Chen debout avec une tablette à la main, l'air professionnel et compatissant. Je vous remercie de me recevoir, a commencé le docteur Chen. Je comprends que c'est une situation familiale compliquée, mais je voulais expliquer directement l'état de santé de Sarah. Il a affiché des graphiques sur sa tablette montrant des résultats d'analyse sanguine et des chronologies que je ne comprenais pas totalement. La leucémie myéloïde aiguë de stade 3 est agressive. Sans greffe de moelle osseuse, son pronostic est de 6 à 8 mois.
Avec une greffe provenant de votre match HLA parfait, elle a 70 à 80% de chances de survie à 5 ans. Je l'ai regardée directement. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'elle m'avait volé 125 000 $? Le docteur Chen a bougé inconfortablement. Je suis ici pour discuter du traitement médical, pas de l'histoire familiale. Papa s'est penché en avant. Tu vois? Même le docteur pense que je n'ai pas dit cela, a interrompu fermement le docteur Chen. Je présente des faits médicaux pour que Monsieur Patterson puisse prendre une décision éclairée. Il m'a regardé. Seriez-vous prêt à venir à l'hôpital pour des tests de compatibilité officiels? C'est juste une prise de sang pour confirmer ce que la base de données indique. J'ai croisé le regard d'Emily. Elle a fait un très léger signe de tête. Ton choix. Je suis là quoi qu'il arrive. Je vais faire les tests, ai-je dit. Mais je ne m'engage pas à faire un don. Je confirme juste la compatibilité avant de décider quoi que ce soit. Le visage de maman s'est illuminé de soulagement comme si j'avais déjà tout accepté. Ils sont partis 10 minutes plus tard, et je savais que mes parents pensaient avoir gagné. 3 jours plus tard, je suis allé à l'hôpital pour la prise de sang. La salle d'attente était à moitié pleine quand je suis entré, et je l'ai vue immédiatement. Sarah était assise dans un fauteuil roulant près des fenêtres, poussée par son mari, Mike. Elle était chauve à cause de la chimiothérapie, pâle et mince d'une manière qui semblait véritablement malade. Un port cathéter était visible dans sa poitrine au-dessus du col de sa chemise. Nous avons établi un contact visuel à travers la salle d'attente. Elle a détourné le regard la première. Honte ou fierté, je ne saurais le dire. Aucun signe, aucun merci d'envisager cela, aucune excuse pour les 125 000 $ qu'elle avait volés. Mike m'a vu et son visage s'est durci en un regard noir, comme si j'étais le méchant qu'il avait mis dans ce fauteuil roulant. Je me suis enregistré au bureau, on m'a prélevé du sang en 5 minutes, et je suis parti sans dire un mot à l'un ou l'autre. Même face à ces derniers instants, Sarah ne voulait pas s'excuser. Une semaine plus tard, le docteur Chen a appelé mon téléphone portable. Match 10 sur 10 confirmé, a-t-il dit. Compatibilité parfaite, exactement ce que la base de données prédisait. Quand pouvons-nous programmer la procédure de don? Je n'ai pas encore décidé si je le faisais. Silence à l'autre bout du fil. Puis, je comprends que ce soit compliqué, mais le temps est vraiment critique ici. Chaque semaine qui passe, son état se détériore et la greffe a moins de chances de réussir. Je vous tiendrai au courant. J'ai raccroché. Le même après-midi, j'ai été ajouté à une discussion de groupe familial que je n'avais jamais demandé à rejoindre. Message de maman, le médecin a confirmé que Daniel est un match parfait. Dieu a exaucé nos prières. Papa, nous programmons le don pour dans 2 semaines à partir d'aujourd'hui. J'ai répondu, je n'ai pas accepté cela. Oncle Tom, à qui je n'avais pas parlé depuis 6 ans, tu laisserais vraiment ta sœur mourir? Tante Linda, pour de l'argent? Tu es dégoûtant. Un cousin dont je me souvenais à peine du nom, quel genre de personne refuse d'aider sa famille dans une crise médicale? Les messages continuaient d'arriver de membres de la famille élargie qui ne savaient rien de ce que Sarah avait réellement fait. J'ai mis la discussion en sourdine, pris des captures d'écran de tout, et posé mon téléphone face contre table. 2 jours plus tard, le docteur Chen a rappelé, demandant une conférence familiale à l'hôpital. Une réunion, a-t-il dit, tout le monde ensemble pour que nous puissions en discuter correctement. J'ai accepté, bien que je sache que c'était un piège. Emily est venue avec moi. Nous sommes entrés dans une salle de conférence de l'hôpital pour trouver maman, papa, Sarah dans son fauteuil roulant, Mike debout derrière elle, et le docteur Chen en bout de table. Je me suis assis en face de Sarah avec Emily à mes côtés. Le docteur Chen a commencé avec sa voix professionnelle. Je sais qu'il y a une histoire compliquée ici, mais médicalement parlant, cette greffe représente la meilleure chance de survie de Sarah. Maman pleurait déjà. S'il te plaît, Daniel, c'est ta sœur. La voix de papa était ferme. La famille se pardonne. Il est temps de le faire. J'ai regardé Sarah directement. As-tu remboursé ne serait-ce qu'une partie des 125 000 $ que tu as volés? Le silence a envahi la salle. Mike a fini par parler. Nous nous sommes concentrés sur les factures médicales. Donc, non, ai-je interrompu. 5 ans, 0 $ rendu. La voix de Sarah est sortie faible mais claire, s'adressant à moi directement pour la première fois. Daniel, je suis désolé pour tout.
L'entreprise, l'argent, tout. J'avais tort. Je te rembourserai chaque centime. Je te le promets. S'il te plaît, aide-moi juste à vivre assez longtemps pour le faire. Je l'ai regardée chauve, mourante, désespérée dans ce fauteuil roulant. Quand? Tu as eu 5 ans pour me rembourser ou t'excuser. Après mon rétablissement, a dit Sarah rapidement. Je vendrai la maison s'il le faut. Je signerai un contrat légal, tout ce que tu veux. S'il te plaît. Papa s'est levé. Tu vois? Elle s'excuse. Elle va arranger les choses maintenant. Fais ce qui est juste et sauve la vie de ta sœur. Je me suis levé aussi, et tout le monde dans la salle s'est tendu. J'ai regardé lentement autour de la table, maman en pleurs, papa dans l'attente et en colère, Sarah désespérée, Mike prêt à exploser, le docteur Chen attendant professionnellement, Émilie calme et d'un grand soutien. J'ai parlé clairement et calmement. Vous m'avez appris que la famille s'entraide. C'est exactement ce que vous m'avez dit il y a 5 ans quand Sarah a mené notre entreprise à la faillite et a volé 125 000 $ de mes économies. Vous avez dit qu'elle avait des enfants à nourrir, que je gagnerais plus d'argent, que la famille passait en premier. J'ai fait une pause. Vous aviez raison. La famille s'entraide. Alors, j'aide ma famille maintenant, moi-même. Et ma famille n'inclut pas les gens qui se souviennent de mon existence seulement quand ils sont mourants et ont besoin de pièces de rechange. Une autre pause. La réponse est non. Le silence dans cette salle était absolu. Le docteur Chen a essayé une dernière fois. Monsieur Patterson, je comprends que vous soyez en colère, mais c'est véritablement une question de vie ou de mort. Je ne suis pas en colère, docteur. J'en ai fini. Ma moelle osseuse n'est pas une propriété communautaire juste parce que nous partageons de l'ADN. Maman s'est effondrée en avant sur sa chaise, sanglotant dans ses mains. Papa s'est levé si vite qu'il a renversé sa chaise en arrière. Tu es en train de la détruire. Non, papa. La leucémie est en train de la détruire. Je choisis simplement de ne pas la sauver. Il y a une différence. Sarah a commencé à pleurer, sa voix se brisant. S'il te plaît, j'ai des enfants. Ils ont besoin de leur mère. Je l'ai regardé une dernière fois. Alors tu aurais dû y penser avant de voler leur oncle. Élève-les pour qu'ils traitent les gens mieux que tu ne m'as traité. Peut-être qu'alors ils auront de la famille qui sera là quand ils auront besoin d'aide. Mike s'est levé brusquement. Espèce de fils de Emily s'est immédiatement interposé. J'ai marché vers la porte. Derrière moi, maman a crié, Daniel, s'il te plaît. C'est ta sœur. Je me suis arrêté dans l'encadrement de la porte et me suis retourné une dernière fois. Elle a cessé d'être ma sœur quand vous avez défendu son vol. Vous avez tous fait votre choix il y a 5 ans. Maintenant, je fais le mien. Je suis sorti de cet hôpital et je n'ai pas regardé en arrière. Derrière moi, la famille s'effondrait exactement comme le titre l'avait promis. Maman hurlant, papa criant, Sarah sanglotant, Mike essayant de bousculer Emily pour me suivre. Et je ne ressentais rien d'autre que de la fatigue. Le combat était terminé. Le lendemain de la confrontation à l'hôpital, je m'attendais à une explosion sur les réseaux sociaux, des attaques de la famille élargie, des publications Facebook me traitant d'insensible, l'acharnement public complet que j'avais vu arriver à d'autres personnes refusant les exigences familiales. Mais il n'y a rien eu. Un silence complet. Lisa m'a envoyé un SMS ce soir-là, il garde ça secret. Ils ne veulent pas que les gens posent des questions sur les raisons de ton refus. Je suis resté un moment avec cette idée, puis j'ai compris. S'ils rendaient public mon refus, les gens demanderaient pourquoi. Et expliquer le vol de 125 000 $ les ferait paraître sous un mauvais jour, pas moi. Rester silencieux protégeait leur réputation, pas la mienne. J'ai vérifié Facebook juste pour confirmer. Aucune publication de mes parents, rien de Sarah, aucun drame familial d'aucune sorte. Ils avaient choisi le silence. Lisa a appelé ce même soir. J'ai entendu ce qui s'est passé à l'hôpital, a-t-elle dit. Je suis totalement de ton côté. Tu ne penses pas que je suis un monstre? Non. Elle t'a volé. Ton corps t'appartient. Fin de l'histoire. Et Daniel, mes parents sont d'accord. Ton oncle et ta tante se souviennent clairement de la situation de l'entreprise. Au cours des jours suivants, j'ai reçu des messages discrets de la part de la famille du côté de mon père. Oncle Jim, tu as fait ce qu'il fallait.
Ne les laisse pas te culpabiliser. Tante Carole, ton corps n'est pas une propriété familiale. Nous te soutenons. Un cousin au second degré que je connaissais à peine, j'ai entendu la vraie histoire. Tu es quelqu'un de bien. 3 ou 4 parents au total, aucun d'entre eux n'était prêt à le dire publiquement, mais tous m'ont contacté en privé pour dire qu'ils comprenaient. J'ai sauvegardé chaque message comme s'ils étaient la preuve que je ne perdais pas la tête. Émilie a tout raconté à ses parents ce week-end-là. 2 jours plus tard, la mère d'Émilie m'a appelé directement. Émilie a expliqué ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Le vol de l'entreprise, la faillite, maintenant la situation de la moelle osseuse. Je me suis préparé au discours sur le pardon et l'obligation familiale. Nous te soutenons complètement. Ce qu'ils t'ont fait était un vol, et tu ne leur dois pas ton corps en plus de l'argent qu'ils ont volé. Ma gorge s'est serrée de façon inattendue. Tu es de la famille maintenant, Daniel, a-t-elle continué. Notre famille. Et nous sommes derrière toi. Le père d'Émilie a pris la ligne. Elle a raison. Tu n'as rien fait de mal. Ce soir-là, le frère d'Émilie a envoyé un SMS, « Mec, on s'en fiche de ta sœur. Tu es quelqu'un de solide. » Toute la famille d'Émilie, ses parents, ses 2 frères et sœurs, même sa grand-mère a soutenu ma décision sans hésitation ni condition. Pour la première fois en 5 ans, j'ai eu l'impression d'avoir une vraie famille. J'ai pleuré au téléphone avec la mère d'Émilie et je n'en ai pas eu honte. 2 semaines après la réunion à l'hôpital, Lisa m'a envoyé un lien. Ils ont lancé un GoFundMe, a-t-elle dit. J'ai cliqué pour trouver une collecte de fonds intitulée « Aider Sarah à combattre la leucémie ». Une mère célibataire a besoin d'une greffe. La description était purement médicale et factuelle, le diagnostic de Sarah, la recherche d'un donneur compatible, l'accumulation des factures médicales, l'espoir d'un rétablissement. Aucune mention de mon refus, aucun blâme, aucun méchant dans l'histoire, juste une mère de 2 enfants malades ayant besoin d'aide. 52 000 $ récoltés en 2 semaines. Les commentaires étaient des messages normaux de soutien, « Je prie pour vous, restez forte, je vous envoie de l'amour. » Ils ne me blâmaient pas publiquement parce que cela nécessiterait d'expliquer publiquement pourquoi j'avais refusé, ce qui signifiait admettre le vol. Le silence les protégeait plus que de m'attaquer. Ce soir-là, Émilie et moi étions assis à la table de la cuisine pour examiner nos finances. J'avais 89 000 $ d'économies, reconstruites lentement sur 5 ans. « À quoi penses-tu » a demandé Émilie, observant mon visage. « C'est toujours ma sœur, et ses enfants ont besoin de leur mère. Tu ne lui dois rien. Je sais, mais je peux aider sans les laisser revenir dans ma vie. Je suis allé sur la page GoFundMe et j'ai fait un don anonyme de 15 000 $. Pas pour le pardon de Sarah, pas pour l'approbation de mes parents, mais pour ces enfants qui n'ont rien demandé de tout cela et pour le traitement médical qui pourrait sauver la vie de leur mère. » Émilie m'a regardé terminer la transaction. « Tu es une meilleure personne qu'ils ne le méritent. Je ne le fais pas pour eux. Je le fais pour pouvoir dormir la nuit en sachant que j'ai aidé quand je pouvais choisir de le faire, et non quand on me l'exigeait. Il y a une différence entre donner son corps parce que quelqu'un vous a volé et l'exige, et choisir d'aider financièrement selon ses propres termes. L'un détruit tes limites, l'autre les maintient. 6 semaines plus tard, Lisa a envoyé un SMS, ils ont trouvé un donneur. Une demi-compatibilité du registre national. Chirurgie prévue pour la semaine prochaine. J'ai senti un poids s'enlever de ma poitrine, un poids dont je n'avais pas pleinement réalisé la présence. Émilie m'a trouvé en train de fixer mon téléphone. « Comment te sens-tu » ? Comme si je pouvais enfin respirer. Elle a une vraie chance maintenant. Et cela ne dépend pas de moi. Regrettes-tu de ne pas l'avoir fait toi-même ? Non. Je regrette qu'elle soit tombée malade. Mais je ne regrette pas ma limite. Nous avons ouvert une bouteille de vin ce soir-là et avons fêté discrètement le fait que Sarah vivrait probablement et que je ne m'étais pas détruit pour que cela arrive. Le jour de la chirurgie est arrivé et je ne suis pas allé à l'hôpital. Lisa a envoyé des mises à jour tout au long de la journée, la chirurgie a commencé. 4 heures écoulées. Elle a survécu, elle est en soins intensifs maintenant. J'ai pleuré en lisant ce dernier message la première fois depuis la confrontation à l'hôpital. Émilie s'est assise à côté de moi. « Pourquoi pleures-tu » ? Soulagement. Elle va vivre et je ne suis pas le méchant. Tu n'as jamais été le méchant. Dis ça à mes parents. 3 mois après la chirurgie, Lisa m'a donné des nouvelles du rétablissement de Sarah.
Elle avait survécu mais avait développé une maladie du greffon contre l'hôte, une complication courante avec les donneurs à demi compatibles. Un long rétablissement l'attendait, des médicaments immunosuppresseurs pendant des années, des visites fréquentes à l'hôpital. Cela aurait été plus facile avec ma compatibilité parfaite, mais elle vivrait. Les médecins parlent d'un taux de survie à 5 ans de 65%, a dit Lisa. D'assez bonne probabilité. Je suis sincèrement content qu'elle s'en soit sortie. Elle a demandé si tu viendrais la voir. Non. Elle veut s'excuser en personne. Elle a eu 5 ans avant de tomber malade. Je n'ai pas besoin d'excuses de dernière heure maintenant qu'elle a survécu. 6 mois après la chirurgie, un email est arrivé de papa. Je n'avais jamais bloqué les emails, seulement les numéros de téléphone. C'était court, Daniel, Sarah est vivante et se rétablit lentement. Les complications dues au donneur à demi compatible l'affecteront pendant des années, mais nous gérons. Ne nous contacte pas. Nous avons accepté le fait que tu ne fasses plus partie de cette famille. Pas de blâme, pas de tentative de culpabilisation, juste une rupture froide, rendant la chose officielle. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai enregistré dans un dossier et j'ai fermé mon ordinateur portable. Émilie a levé les yeux de son livre. Qu'est-ce qu'il disait? Que je ne suis plus de la famille. Qu'est-ce que ça te fait? Comme si c'était enfin officiel. Et honnêtement, ça me va. 1 an plus tard, Émilie et moi nous sommes mariés. Une petite cérémonie avec 30 personnes, toute la famille d'Émilie et une poignée de nos amis. Lisa est venue, étant mon seul parent de sang. Les parents d'Émilie nous ont accompagnés tous les deux jusqu'à l'hôtel parce que les miens ne voulaient pas venir. J'avais 38 ans, j'avais été promu directeur principal de l'ingénierie à 152 000 d'économies après le don anonyme et les frais de mariage. Nous avons acheté une petite maison de 2 chambres dans un quartier calme. La vie était stable, paisible et sincèrement bonne. Lisa envoyait des nouvelles occasionnelles. Sarah est stable. Les enfants réussissent bien à l'école. Les parents vieillissent. J'étais sincèrement content qu'ils aillent bien, mais le fait de ne plus en faire partie ne me manquait pas. Cette première fête de l'Action de grâce en tant que couple marié, nous sommes allés chez les parents d'Émilie. J'étais assis à table, entouré de la famille d'Émilie, ses parents, son frère et sa femme, sa sœur et ses enfants, et sa grand-mère, qui racontait des blagues déplacées et faisait rire tout le monde. Le père d'Émilie s'est levé pour porter un toast avant le dîner. Reconnaissant pour la famille, a-t-il dit en levant son verre. Et Daniel, tu es de la famille. Point final. Nous avons de la chance de t'avoir. La mère d'Émilie a ajouté, nous sommes fiers de toi et de la façon dont tu as géré tout cela cette année. Ma gorge s'est serrée et j'ai dû retenir mes larmes. C'était la première fête de l'Action de grâce en 6 ans où je me sentais sincèrement désiré à table, et non toléré ou utilisé. J'ai levé mon verre. Reconnaissant pour les gens qui choisissent la famille au lieu d'accepter simplement la biologie. Tout le monde a bu à cela. Je me suis sauvé moi-même ce jour-là dans la salle de conférence de l'hôpital. J'ai choisi mes limites plutôt que leur urgence, et mon corps plutôt que leurs exigences. Sarah a vécu, mais avec des complications que je n'ai pas causées et que je ne pouvais pas réparer. La famille s'est tue, puis m'a officiellement coupé les ponts. Certaines personnes me traiteraient de cruel pour avoir refusé. D'autres appellent cela de l'instinct de conservation. J'appelle cela le seul choix avec lequel je pouvais vivre. Parce que j'ai appris quelque chose d'important en me reconstruisant après le vol de Sarah et en refusant sa demande de moelle osseuse, la meilleure vengeance n'est pas le succès. Ce n'est pas de gagner plus d'argent, de leur prouver qu'ils ont tort ou de leur jeter votre belle vie à la figure. C'est la paix. Une paix réelle, calme, durable et une famille qui est vraiment là, sans condition. La famille d'Émilie m'a accueilli complètement. Aucune urgence requise, aucun paiement exigé, juste de l'amour et une acceptation sincère. Ses parents m'ont accompagné à l'hôtel lors de notre mariage parce que les miens ont refusé de venir. Son frère m'envoie des SMS sur les matchs de football et des mèmes stupides qui me font rire. Sa mère m'appelle juste pour prendre des nouvelles, pas parce qu'elle a besoin de quelque chose. Voilà à quoi ressemble une vraie famille. Pas les gens qui m'ont volé 125 000 $ puis ont exigé ma moelle osseuse 5 ans plus tard. Pas les parents qui ont défendu le vol puis m'ont renié pour avoir maintenu mes limites. La vraie famille est choisie, pas assignée par l'ADN. Certains jours, je me demande si Sarah parle à ses enfants de l'oncle qui a refusé de sauver la vie de leur mère, ou si elle leur dit la vérité sur la raison pour laquelle je ne suis pas là. La plupart du temps,
Je suis juste reconnaissant d'avoir choisi ma propre personne quand personne d'autre dans ma famille biologique ne voulait le faire. Ce n'est pas la fin de conte de fées qu'ils voulaient ou la réconciliation larmoyante qu'ils exigeaient. C'est juste une paix calme, durement gagnée et imparfaite avec des gens qui m'aiment sans avoir besoin que je saigne pour cela. Et après tout le vol, la faillite, la trahison, les tentatives de culpabilisation, la demande de moelle osseuse, l'exil, la paix est plus que ce que j'aurais jamais pensé avoir. Alors, je l'accepte.